Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invitée et pour ces 2 journées formidables que nous avons passées, qui ne sont pas finies, mais moi j'ai appris beaucoup de choses, donc je vous remercie beaucoup, vraiment. Alors, j'ai donc 27 pages et 60 diapos. Et des exemples musicaux. Donc voilà, donc je commence tout de suite par la phrase que j'ai donc traduite de l'anglais qui me sert de point de départ. Je n'ai pas le fétichisme des instruments anciens, donc cette déclaration de Louise Dyer, fondatrice des éditions de l'Oiseau-Lyre, qui contribuèrent à la résurrection de tant de partitions du passé, a de quoi surprendre. Est-ce une provocation ? Est-ce une attitude pragmatique ? La renaissance de la musique médiévale se heurte en effet à un problème majeur. Aucun instrument d'époque n'est conservé en état de fonctionnement, et surtout pas avant 1950. Soit que la pratique a cappella, chorale ou soliste, ne convienne pas à tous les répertoires, soit que les musiciens cherchent à contenter le public par le plaisir de la variété. Les interprètes qui se risquent à jouer sur instruments ce répertoire du passé n'ont qu'une alternative, utiliser les instruments de musique contemporains qui leur sont familiers, ou tenter d'employer ceux, encore rares, mais moins rares que je ne le croyais, reconstitués par des luthiers. L'alternative, donc énoncée dans le discours musical par Nicolaos Harnoncourt en 1982 pour la musique baroque, est tout aussi valable pour la redécouverte de la musique ancienne. Face à la musique historique, il est 2 attitudes radicalement différentes qui correspondent à 2 manières de la rendre non moins différente. L'une la transpose au présent, l'autre essaie de la voir avec les yeux de l'époque où elle est née. Si les programmes de concerts et d'émissions de radiophonique nous fournissent des indications sur les associations instrumentales choisies, seuls les enregistrements phonographiques restituent la sonorité des pionniers qui inventèrent, j'ai pas le temps d'expliquer ce terme que j'utilise beaucoup, mais qui inventèrent la musique médiévale dans la première moitié du XXe siècle. Grâce donc un corpus de disques dont je vais vous parler, nous pourrons observer tout. Ah bah voilà. Un corpus de 250 disques, 78 tours, enregistré entre 1910 et le tout début des années 50, permet d'évaluer d'abord statistiquement la part des instruments modernes ou au contraire anciens dans cette nouvelle pratique. Et en fait, on va observer 3 tendances principales et ça va me servir un petit peu de fil conducteur. Mon plan, ça sera d'abord des observations générales et puis ensuite, justement, le passé au présent, hein, donc l'emploi d'instruments contemporains dans un anachronisme assumé. 3e point, donc donner l'illusion du passé avec des instruments modernes, pourtant. Et enfin, l'expérience sur des instruments reconstitués. Mon corpus, donc, j'ai environ identifié un petit peu plus de 250 disques, donc de répertoires du Moyen-Âge et du XVe siècle, qui ont été enregistrés et donc diffusés en 78 tours, à l'exclusion du plein chant, qui ferait doubler quasiment le corpus, hein. Alors, première remarque, donc première observation, pour le Moyen-Âge et le XVe siècle, on a un répertoire essentiellement vocal, et ce qui fait que la moitié des enregistrements sont strictement a cappella. Donc finalement, pour aujourd'hui, je vais me contenter, entre guillemets, de 118 disques observés. Il y en a 10 où je ne sais pas encore, je n'ai pas pu savoir exactement s'il y avait un instrument ou pas dans les disques. Alors, sur ces donc 118 disques. D'autre part, on va voir qu'il va donc falloir, même pour les musiciens du XXe siècle, inventer un répertoire instrumental qui est quasi inexistant dans les sources médiévales, puisque pour le Moyen-Âge, on a donc très peu de pièces conçues initialement pour instruments, des danses, quelques mises en tablature de modèles vocaux, des compositions polyphoniques sans paroles,
qu'on a tendance à considérer comme instrumentales. Et puis, enfin, dernière remarque, je vais très très vite, vraiment, dans ce répertoire, on a une absence totale de toute nomenclature, donc on ne sait jamais pour quel instrument étaient destinées ces œuvres. Voilà. Donc ça, c'est la situation face à tout répertoire médiéval, même encore de nos jours. Du coup, dès le début du XXe siècle, il va falloir en quelque sorte justifier l'utilisation d'instruments, aussi bien dans les concerts que dans les enregistrements. Et un de ceux qui, je trouve, présente les choses de la manière la plus franche, la plus honnête, c'est Charles van den Boren, donc musicologue belge, qui, dès 1938, écrit un article très intéressant sur la pureté du style et l'interprétation de la musique du Moyen-Âge. Et il indique, donc, je ne puis aborder ici en détail le chapitre de l'intervention instrumentale dans la musique du Moyen-Âge, qu'il me suffise de rappeler qu'en dépit du silence presque absolu des manuscrits en ce qui la concerne, il est bel et bien démontré que les instruments étaient utilisés au XIIIe siècle, au XIVe siècle, au XVe siècle, dans une proportion que l'on était bien loin de soupçonner au XIXe siècle, hypnotisé que l'on était à cette époque par la conviction que toute musique antérieure au XVIIe siècle était nécessairement, et sauf de rares exceptions, destinée à l'interprétation dite a cappella. Et je pense que là, on a un des points très intéressants, c'est tout le renouveau du sicilianisme et du style palestrinien qui fait qu'on interprétait toute la musique XVIe siècle a cappella. Et donc, en fait, ceux qui commencent à s'intéresser à la musique du Moyen-Âge luttent contre ce style hérité du 19e siècle, qui était le pur a cappella vraiment de la chapelle, quoi. Donc, il explique qu'on va doubler, faire des préludes, des postludes. Et en fait, on aboutit donc au XXe siècle à cette situation pour faire de la musique instrumentale. Soit les instrumentistes s'approprient toutes les œuvres dépourvues de paroles. Deuxième solution, les instrumentistes ou les instruments se substituent aux voix. Alors, toutes ou certaines dans une polyphonie vocale, j'y reviendrai. On a la pratique du colla parte, donc les instruments doublent une partie chantée, ou bien ils jouent seuls les sections mélismatiques, donc ils alternent avec les voix. Et enfin, quatrième solution, les instruments ajoutent un accompagnement qui n'existe absolument pas, donc un accompagnement non originel. Donc on va avoir ces 4 possibilités dans les enregistrements de la première moitié du XXe siècle. Alors, toujours dans mes premières observations, j'ai tenté sur mon corpus, vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de statistiques, mais j'ai quand même tenté un petit peu des choses. D'abord de classer par catégorie organologique les instruments que je trouvais dans les disques. Donc, c'est toujours en nombre de disques où apparaît un instrument, donc un cordophone, un aérophone, membranophone, idiophone. Alors, les remarques vont être très simples et vous pouvez les faire vous-même. D'abord, pour Florentin, on voit quand même que les grands absents sont les instruments à percussion. Je pense que là, voilà, il y en a 7 en tout. Et encore, c'est parce que j'ai écouté certaines œuvres où j'ai débusqué la présence d'instruments à percussion qui n'étaient absolument pas signalés aucunement. Bon, première remarque. Et autrement, on voit juste qu'il y a un petit peu plus de cordophones que d'aérophones. Vous voyez que si on s'arrête là, ça ne va pas très loin. Dans les observations. Alors j'ai tenté un autre type de classification que j'ai appelé, faute de mieux, inscription temporelle des instruments. Alors je vais m'expliquer. Je pense que instrument moderne, ça on comprend bien. Donc, et on voit très bien que avec la colonne que j'ai, on a des instruments modernes qui sont de loin les plus nombreux et aussi les plus fréquemment employés. Je pense qu'il y a même des instruments qui vont vous surprendre, je ne peux pas tout détailler. En revanche, donc une typologie très réduite des instruments médiévaux, bien sûr reconstitués, on est bien d'accord. Donc on a très peu, vous voyez qu'il y a vielle, luth, harpe, qu'on appelle petite harpe ou vielle médiévale, et rebec. À part ça, il n'y a pas d'autres instruments médiévaux mentionnés, utilisés. Donc alors, l'organetto, le petit orgue portatif, il n'y en a aucun, pas de psaltérion, des choses, pas de lyre, pas de flûte de pan, enfin disons polycalame, voilà, des
choses que maintenant sont assez fréquentes n'existent tout simplement pas dans la discographie dans la première moitié du XXe siècle. Et enfin, troisième catégorie, ce que j'ai appelé instruments anciens entre guillemets, c'est-à-dire des instruments qui sont attestés plutôt au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qui vont être utilisés dans ces enregistrements pour remplacer d'autres. Et même qui, après coup, je ferai changer de catégorie maintenant, mais on laisse. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'empreinte des instruments modernes, en fait. C'est surtout ça qui me semble important. Alors, d'autre part, dans cette analyse qui est très grossière, je le sais très bien, je me heurte au problème du vocabulaire et donc de la désignation des instruments médiévaux. Et je prendrai l'exemple que du terme de viol. Alors là, je suis remontée très loin. En fait, Charles Burney, donc dans son General History of Music, utilise le terme de viol. Et il se trouve qu'il y a une réédition en 1935, c'est pour ça que ça m'a intéressée. Et le commentateur met une petite note en disant bien donc, que le terme de viol est utilisé par Charles Burney juste pour dire instrument à cordes et à archet. Que ce soit bien sûr une viole de gambe ou viole d'abbraccio, aucune importance, le violon alto désigné par viol, voire la vielle, voire le rebec. Et en fait, dans la nomenclature, dans les disques, on a un peu le même flottement, on n'est jamais sûr de rien en fait. Quand on voit un mot, tant qu'on ne l'a pas entendu, l'instrument, on n'est jamais sûr de quoi il parle vraiment. Sans parler que vielle avec 2 LE est aussi beaucoup utilisé, alors qu'il s'agit, normalement, vielle 2 LE, c'est la vielle à roue, mais en fait, quand on écoute, on s'aperçoit que c'est une vielle à archet qui est utilisée. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a on peut jamais, tant qu'on n'a pas eu le document en main, qu'on l'a écouté, il y a beaucoup de choses d'approximation. Mais ça change rien aux grandes données. Alors d'autre part aussi, on s'aperçoit que vraiment, on utilise le violon alto comme substitut de la vielle à archet sans même se poser la question. Là, c'est des petites anecdotes que j'ai trouvées concernant Yvonne Roxette, qui est embauchée parce qu'elle joue de l'alto, et en fait, on va lui donner le rôle de joueur de vielle, et je ne sais pas du tout si on lui met une vielle dans les mains ou si elle joue de l'alto, mais le rôle de la vielle. Voilà, enfin, la confusion est totale. Voilà, donc on est obligé de faire avec, je dirais. Bon, donc j'en viens maintenant à l'analyse un petit peu du corpus, avec donc cet emploi considérable d'instruments modernes, enfin contemporains, je dirais plutôt que modernes, dans un anachronisme assumé, on pourrait dire décomplexé. Voilà. Alors, donc, avec 3 points. D'abord, on va se baser sur des modèles musicaux contemporains, puis ce que j'appelle l'invention de la polyphonie vocale instrumentale, et enfin, on va peut-être aller jusqu'à nier l'anachronisme. Donc, à chaque fois, je vous donne seulement quelques exemples. Donc, les modèles contemporains, alors le premier modèle contemporain absolu, c'est la mélodie accompagnée, et ça touche pas que le Moyen-Âge. Je pense que c'est vraiment ça qui est pour toute la musique ancienne. Et alors là, dans ce cas, tout simplement pour ce qui est du Moyen-Âge, c'est qu'on va inventer un accompagnement qui n'existe pas. Et la plupart du temps, cet accompagnement va être joué au piano. Ce qui fait que j'ai quand même 18 disques avec piano, ce qui ne paraissait pas une évidence quand on parle de musique médiévale. Alors, ça, c'était ma première énorme surprise. Maintenant, j'adore ça, je dois dire. Mais enfin bon. Donc, je me suis aperçue qu'il y avait une longue tradition de monodie médiévale ou de mélodie ancienne en général, qui avait été éditée pour voix et piano dès le 19e siècle. Alors, je vous ai donné les 3 grands recueils que l'on connaît bien, jusqu'en 1926, mais je dirais que c'est une tradition qui continue même maintenant, puisque après Yvette Guilbert, c'est passé dans le domaine du folk et de la musique de variété, donc musique médiévale avec instruments à clavier. Mais ces recueils, bien connus, en revanche, j'ai été beaucoup plus surprise de voir que Arnold Dolmetsch, le même, celui que tout le monde connaît, a publié un recueil assez difficile à trouver, je dois dire,
mais de chansons françaises, donc du XIIe siècle au XVIIIe siècle, avec accompagnement pour piano. Alors il a beau dire que lui, il joue ça sur harpe, sur luth et virginale, et c'est mieux, il fait quand même une publication pour piano, et il dit donc qu'il faut un bon piano ancien qui ait au moins 50 années d'existence, et un musicien qui caresse les touches mais les frappe pas. Enfin, voilà, c'est très mignon, donc c'est comme le bon vin, il faut un vieux piano, ça fera mieux pour jouer la musique ancienne. Bon, je passe, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il y a une telle emprise de cette idée de la mélodie accompagnée que même Dolmetsch en 1938, mince, ça fait 50 ans quoi, qu'il fait autre chose, il trouve quand même que, enfin, il y a quelqu'un qui arrive à le convaincre qu'il faut qu'il publie avec piano quoi. C'est très pragmatique, absolument. Hein. Bon, il n'est pas le seul, donc ça continue, voilà. Alors, et donc, ce qui explique que le tout premier enregistrement que j'ai trouvé par hasard, et je reviens là-dessus, qui date de 1909, en fait, c'est ça, et je vous le fais écouter. Alors. L'amour de moi, mélodie du XVe siècle, chantée par Viana de l'opéra comique, c'est pâté vrai. L'amour de moi. Voilà. Alors, excusez-moi pour la qualité technique, hein, j'ai mis mon iPhone dans le pavillon d'un phonographe pour l'enregistrer. Voilà. Alors, donc vous voyez ce qui était à l'usage dans les années 10 et qui va continuer. Alors, on peut avoir des variantes très intéressantes, 1913, pour baryton et orchestre. Voilà, donc pareil, hein, et Summertime, qui est une vraie mélodie médiévale, mais pour baryton et orchestre, je passe, mais voilà, il faut que je vous laisse un petit peu sur le rêve. Alors, pour passer... C'est-à-dire que vous voyez que derrière le peu de l'exemple que je vous donne, il y a énormément de choses. Alors, deuxième type de modèle contemporain, c'est la musique de chambre. Alors là, c'est vraiment grâce aux enregistrements que j'ai compris ça. C'est qu'au départ, on fait appel à des ensembles modernes d'instruments. Alors, soit le quatuor à cordes, donc quand même, j'ai au moins 3-4 fois, hein, je vois vraiment des quatuors constitués qui servent pour accompagner les chanteurs, soit des trios. Alors, le trio Pasquier, alors c'est dommage que Christophe Coin soit parti, parce que je pense que voilà, ça fait partie des trios bien célèbres hein, du début du XXe siècle, qui jouent tout à fait autre chose comme répertoire d'habitude. Hein. Et puis un petit peu sur le même modèle, mais avec un usage un peu moins considérable, c'est les trios d'instruments avant, modernes, donc notamment le trio flûte, clarinette, basson, qui, alors aussi après, avec des clarinettistes ou des ensembles qui seront très célèbres pour tout à fait autre chose, mais qui donc vont servir à accompagner des mélodies du XVe siècle en l'occurrence. Alors, c'est d'autant plus étonnant que très très vite, pour ce qui concerne la musique médiévale, tout le monde va avoir aussi une espèce de consensus qui va être que pour jouer la musique médiévale, il faut des timbres différents, des familles d'instruments différents. Donc du coup, ces modèles-là vont tendance à disparaître hein, pour avoir, on le verra tout à l'heure, au contraire, pas l'homogénéité du timbre, au contraire une disparité de timbres. Voilà, comme je veux aller vite, je passe au deuxième point qui me semble important, après l'héritage du passé tout simplement. Maintenant, une invention, parce que je pense que qu'on fait déjà au début du XXe siècle. Alors il y a une grande polémique sur est-ce que justement les chansons on doit les chanter tout simplement a cappella ou avec instrument, et beaucoup pensent que c'est avec aussi instrument. Donc les instruments vont se substituer aux voix ou vont doubler les voix. Et le premier à vraiment mettre ça en pratique et le revendiquer, c'est Yves Tiner dans 2 albums.
Donc un album, c'est vraiment 6 disques, 78 tours. Donc d'abord en 1933, puis comme ça a bien marché, il obtient le prix de la Fondation Candine. Alors du coup, en 1935, il recommence. Et lui, il a l'idée de faire 7 siècles de musique sacrée évoquée par le solo vocal instrumental. Voilà, donc il invente cette espèce de chose, de genre, le solo vocal instrumental. Et à ce moment-là, donc il veut être seul à chanter. Donc c'est toujours l'idée du soliste accompagné, alors pas du piano, hein, mais d'instruments pour chanter donc de la musique du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Il se donne des tas de justificatifs musicologiques en disant il est absolument orthodoxe et conforme aux traditions d'interpréter ses pièces à une voix avec un accompagnement instrumental. Il parle de lead vocal instrumental qui était né au XIIIe siècle avec les trouvères picards. On se demande bien où il a été pêché ça. Voilà. Et puis à chaque fois, il dit que les musicologues, voilà. Et il va employer des instruments archets étant plus propices au legato, au sostenuto, à l'espressivo. Voilà. Alors, en fait, il se fonde sur Charles Banden-Warren en 1926, qui explique effectivement qu'il est certain, vous voyez qu'on n'hésite pas, que le ténor et le contre-ténor du chanson du XVe siècle sont purement instrumentaux et qu'on doit effectivement, pourquoi pas les jouer pour un instrument à archet. Et lui aussi parle de style vocal instrumental. Mais en fait, vous voyez, donc, puis à force de répéter que tout le monde le sait, c'est normal, évidemment, on va le croire. Hein. Alors, voilà ce que ça donne donc pour le tout premier enregistrement d'une chanson de Dufay, Virgine Bella, interprétée maintes fois en concert. Donc ici, c'est Yves Tiner, donc accompagné de 3 instruments modernes. Hein. Alors, un instrument violon solo, un autre deuxième violon et puis un alto. Et puis, il y a un violoncelle aussi. Alors, je ne sais plus. Là, c'est violoncelle, violon et alto, je crois. Donc, voilà ce que ça donne. Vergine bella che di sole vestita, coronata di nel fuoco sole. Ainsi de suite. Alors, vous avez compris pourquoi elle parlait d'expressivo. Et il se trouve que la même pièce a été enregistrée quelques années plus tard, mais avec, cette fois-ci, toujours la même base, c'est toujours la partition de Banden-Warren, mais ça va être l'ensemble Pro Musica Antiqua, cette fois-ci avec des vielles. Donc, je vais vous le faire écouter tout de suite. C'est pas très gentil pour Yves Tiner, mais tant pis. Alors, en fait, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la similarité, en fait, parce que le rubato, ainsi de suite, finalement, c'est comme Tiner. La seule chose, c'est que avec la vielle, bon, bah, ça chante la balance des timbres, évidemment, et qu'une vielle double la voix
du début à la fin, alors qu'il y avait l'alternance chez Tiner. Voilà. Mais finalement, ils font la même chose, c'est l'emploi d'instruments modernes ou anciens qui fait un petit peu... et puis, on est en 53 aussi. Bon... bref, que ce soit sur instruments modernes ou anciens, l'idée d'un soliste accompagné d'instruments fait l'unanimité. Bon. Alors, pour rester avec les instruments, maintenant, j'en viens au troisième point des instruments contemporains, c'est nier l'anachronisme. Alors, en fait, dans les belles colonnes que je vous ai faites, je me suis aperçue qu'il y avait, en fait, pour eux, quand j'ai bien lu ce que disaient les commentaires, il y avait des instruments de toujours. C'est-à-dire qu'ils sont ni anciens ni modernes, ils ont toujours été là. Et en premier lieu, le trombone. Et alors là, c'est pareil, voilà, c'est ce que dit Van der Boren, qu'on ajoute le trombone à coulisses qui les permet d'employer sous sa forme actuelle parce que son mécanisme est à peine modifié depuis ces temps anciens. Donc voilà, le trombone, lui, il n'a pas bougé, c'est toujours pareil. Alors évidemment, on a beaucoup de trombones. Il y a 20 disques avec du trombone, seul, avec la trompette, et notamment, et là aussi, du coup, on va voir, ça modifie vraiment notre vision aussi un petit peu manichéenne, ancien-moderne. Là, on va écouter le troisième disque de l'anthologie sonore. Alors, l'anthologie sonore a vraiment comme volonté, c'est de montrer l'authenticité, n'utiliser que des instruments authentiques et tout. C'est Kurt Sachs qui dirige les premiers, il sait ce qu'il fait, il connaît bien évidemment l'organologie, on peut pas lui reprocher ça. Et donc il dit bien qu'on va choisir, et voilà, il choisit la vielle à archet, la flûte et le trombone pour une chanson du XVe siècle, et ça donne ça. Donc je remets. Voilà, alors vraiment surprise absolue qu'on mélange à ce point les timbres. La vielle, je ne sais pas qui a fait, qui est le facteur. Et c'est quelque chose qu'on ne ferait plus du tout, puisque là c'est un instrument, un haut instrument, trombone, et un bas instrument, la vielle. Donc il n'y a plus aucun... Enfin, on n'enregistre plus avec le trombone de nos jours, évidemment. Voilà. Alors, je passe rapidement sur le fait qu'évidemment, on utilise beaucoup l'orgue. Alors, l'orgue moderne, pas du tout l'orgue portatif, ni même positif. Même, c'est carrément les grands jeux d'orgue. Il n'y a même pas... On y va. Et on utilise l'orgue parce que... Alors ça, c'est intéressant parce qu'on redécouvre le répertoire médiéval pour les mises en tablature. Et donc, dès qu'on fait une anthologie qui retrace l'histoire de la musique ou l'histoire du piano, on met une petite composition du XVe siècle jouée à l'orgue ou au clavecin. Donc, voilà. Ouais. Alors après, je passe vite, excusez-moi. Donc, troisième point, mais en fait, deuxième aspect, c'est donner l'illusion du passé avec des instruments modernes. Alors, il faut bien dire, oui, que les musicologues, tout de même s'ils tolèrent ou approuvent ou acceptent, je dirais, les instruments modernes, je dirais par pragmatisme, savent qu'ils risquent d'attirer la critique d'attirer les critiques en général. Et ça, c'est assez difficile à déceler. Et j'ai décelé cela un peu, voilà, il faut aller dans les archives. Donc là, c'est les archives de l'Oiseau Lyre à Melbourne, où j'ai trouvé un programme élaboré par Yvonne Roxette pour des chansons du XVe siècle. Alors, elle fait une liste de pièces. Alors, vous voyez, elle met précisément, ça sera chanté par une mezzo-soprane accompagnée d'un violon, alto. Elle dit telle mesure à telle mesure, ça sera tel instrument qui va jouer. Bon, c'est extrêmement précis. Puis il y a une petite note très important, dans les titres, les étiquettes, ne pas énumérer les instruments modernes dont on se sert et qui font anachronisme, annoncer seulement pour voix et instruments. Vous voyez, donc,
Bon, on le fait, mais elle ne le dit pas quand même. Hein. Alors, elle travaille donc bah oui, mais elle travaille avec Louise Dyer, qui, on l'a vu, n'a pas le fétichisme des instruments anciens, donc elle s'en moque totalement. Et alors, sur toutes les éditions, toutes les étiquettes de l'Oiseau Lyre, allons-y gaiement, on a les altos, les violoncelles, les trombones, le quatuor à cordes, le piano, tout est indiqué à l'auditeur, qui donc, on lui donne pas l'illusion qu'il a des instruments anciens, on lui dit qu'est-ce qu'il entend. Voilà, donc... ça n'a pas été suivi. Voilà, la mise en garde n'a pas été suivie des faits. Hein. Alors, le concurrent, en quelque sorte, l'anthologie sonore, qui lui essaye de montrer qu'on va respecter, Kurtz-Sachs est obligé de dire qu'on va respecter dans la mesure du possible l'instrumentation originale, parce qu'il sait bien que pour le Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup d'informations, elles ne sont pas nécessaires. Alors, justement, dans l'anthologie sonore, quand on regarde les étiquettes, du coup, je me suis dit, tiens, mais au fait, les étiquettes, comment c'est ? Alors, c'est clair, mais alors maintenant, ça me paraît d'une évidence absolue. À droite, vous avez des indications où il n'y a rien. Il y a marqué chant et instrument. Instrument. Alors là, ça veut dire à chaque fois que c'est des instruments modernes. Et c'est toujours Guillaume Devant. Et puis de l'autre côté, vous avez la Société Pro Musica Antiqua. Et alors là, au contraire, vielle, flûte à bec soprano, vielle alto, tout est détaillé. Donc vous voyez qu'on joue aussi sur le type d'information qu'on donne. Si on est sûr de soi, si on veut en faire un objet, montrer que c'est musicologique, on met des informations. Si on veut pas trop attirer l'attention, ben on met pas d'informations. Voilà. Alors, choisir des instruments inhabituels, bon, il y aurait plein d'exemples à donner. Je vais même pas donner ça. Tant pis, voilà. Même pas ça qui est trop beau, mais tant pis. Je sens que je suis surveillée de près. Hein ? Déjà, bon, voilà. Alors, on utilise, mais ça c'est bien, je vous le montre quand même, parce que ça vaut la peine. Toujours l'anthologie sonore, des danses du XIIIe siècle. Alors, on regarde l'étiquette et on voit marqué petite flûte, musette, tambour. Et en fait, petite flûte musette, tout de suite on se dit, mais de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette petite flûte ? Qu'est-ce que c'est que cette musette ? Alors la petite flûte quand même, en écoutant, on voit que c'est vraiment ce qu'on appelle la petite flûte dans un orchestre français, donc la flûte traversière piccolo. Il n'y a aucun doute, je vais pas vous faire écouter, mais vraiment, voilà. Et donc ça représente en fait le galoubet à trois, enfin c'est on essaye d'évoquer comme ça le galoubet. Mais alors la musette, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ce qu'on a là dans la vitrine, la cornemuse du XVIIIe siècle ? Est-ce que c'est en fait ce qu'on a trouvé aussi dans les cantigas de San Maria, qu'on appelle soi-disant musette ? Ben non, en fait, c'est le petit hautbois soprano aussi, enfin piccolo, moderne, mais qui va donner une impression étrange et qui va évoquer... Ah là, bah zut, je crois que je l'avais fait écouter. Ah oui, voilà. Si je vous le fais écouter normalement. Voilà, donc on a trouvé le moyen d'évoquer quand même, malgré l'instrument ancien, hein, ça donne une impression étrange à l'auditeur. Alors, j'en finirai avec, on va retrouver Tolbiek, l'aventure de l'authenticité, donc les premiers enregistrements avec instruments médiévaux reconstitués. Alors, en parlant d'abord des opinions sur les instruments constitués, je vais venir juste à la phrase qui est soulignée par André Tessier, le même qui fait partie de la Société de Versailles, qui dit « Il est souvent des cas où, dans la musique ancienne, les instruments anciens sont contre-indiqués. » Voilà. C'est tout. Bon, alors je passe aussi sur le seul rebec que j'ai dans mes disques. Alors, on peut avoir des doutes. Maintenant, j'essaye. Voilà, je me suis dit, mais enfin, c'est quoi quand je vois vielle, rebec et tout, mais ils utilisent quoi comme instrument ? Alors, je me suis dit, est-ce que c'est l'instrumental de Tolbeck ? Alors, j'ai des doutes. D'après ce que vous m'avez dit, j'ai compris que pour ce qui est de Moyen-Âge, c'était pas fait pour être joué. Voilà. Alors, en même temps, voilà. Les instruments de l'anthologie sonore. Donc André Duménil écrit en 1943, il fait une espèce de synthèse sur le parcours des enregistrements de l'anthologie sonore et il nous met une photo
Alors elle est floue parce qu'à l'époque j'ai mal utilisé mon appareil photo, mais on voit quand même qu'il dit une harpe médiévale et une vielle à archet, et il donne suffisamment d'informations pour que j'aille rechercher dans les bases de données en ligne de tous les musées du monde, qui d'abord m'ont permis de retrouver la harpe en question. Il est sûr que c'est elle, donc c'est une vielle, une harpe de la maison Erard, faite en fait pour l'exposition il y a un problème de date, mais enfin pour l'exposition de 1889, et c'est clairement écrit dans le site de la musée qu'elle n'était pas destinée à être jouée. Donc pour le disque de l'anthologiste Norse, c'est pas cette harpe-là qui a été jouée. Pour la vielle, on trouve aussi donc à la Cité de la Musique, enfin Philharmonie, la fameuse vihuelle, enfin une des vihuelles de Tolbeck, reconstituée d'après le Chartres et apparemment d'après un moulage, il n'a même pas été voir sur place, il a fait le moulage. Voilà. Et donc là, apparemment aussi, c'est pas ça qui a été utilisé dans la pratique. Donc, on a un livre qui nous donne des images qui ne correspondent de toute façon pas aux instruments qui ont été vraiment utilisés pour les enregistrements. Donc, je fais un peu chou blanc, si vous voulez, dans ma recherche, sauf que j'étais contente de voir qu'il y avait du Tolbeck quelque part. Et puis, alors, après, il n'y a qu'un seul ensemble dont j'ai déjà parlé, le Pro Musica Antiqua de Bruxelles, fondé en 1933, par un Américain, Safford Cape, une discographie énorme pour l'époque, et qui là va avoir un vrai souci d'authenticité et va nous dire clairement que dans certains milieux on avait l'habitude de reconstituer des instruments anciens. Donc lui, il baigne là-dedans et il s'engage, comme il le dit, dans un univers inexploré. Il fait publicité du fait d'utiliser des instruments anciens. Et très vite, il s'oriente vers simplement vielle, luth et flûte à bec. Et là aussi, on trouve une iconographie, donc largement répercutée dans la presse, qui est un peu de mèche avec les interprètes, faut bien le dire. Donc ici, dès 1934, on a des petits croquis qui montrent les instruments utilisés par le Pro Musica Antiqua de Belgique. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Bon, évidemment, il faut toujours se dire que non. Alors déjà, surtout la flûte à bec, je me suis dit, si on fait une clarinette, c'est quoi ça? Alors après, j'ai vu d'autres images plus tardives qui montrent donc les mêmes instruments ou presque. Et puis, surtout, à partir de 1950, on met, le Pro Musica Antiqua cite les luthiers avec lesquels ils ont travaillé. Donc là, on a tout, y compris les sources utilisées par les luthiers. Donc, il est question surtout d'un certain Otto Windisch. Alors il faudrait me parler de lui. Donc, j'ai trouvé que l'atelier ressemblait tellement à celui de Tolbeck que je voulais vous le montrer. Donc, du coup, on retrouve effectivement une vielle à bras, Lira da braccio, d'après le Toscanello de Pietro Aron. Donc, c'est vraiment ce qui est dit, c'est vrai. Voilà, on voit bien que le dessin est la même chose. Bon, mais l'instrument, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, en revanche, pour la vielle de gambe, j'ai envie de dire, qui a pour origine donc ce tableau. Alors, on reconnaît bien tout, le tableau, les instruments sur la photo, les instruments sur le croquis et l'instrument qui est donc à Bruxelles, qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit par l'ensemble Pro Musica Antiqua. Et enfin, une vraie certitude, une information qui vient du don d'André Douvert, qui dit que ça a été utilisé par M. Douvert dans le groupe de Safford Cape Pro Musica Antiqua dès 1950, même si l'instrument date de 1932. Donc enfin, c'est la seule fois où j'ai le son, l'instrument qui correspond. Et j'espère avoir plus de certitude par la suite, mais c'est une enquête très difficile en fait, d'arriver donc à associer l'image, l'instrument à du vrai son enregistré. Et je m'arrêterai là, je vous remercie beaucoup pour votre attention.